phénomène de la théâtralisation, je voulais me présenter, planter un peu le décor et évoquer un peu le fond. C'est-à-dire que, ok, on parle de théâtralisation, mais comment on en est venu là, c'est important de le savoir ou de le rappeler. Donc pour moi, le nouvel outil de théâtralisation, ça reste le papier peint, c'est le renouveau du papier peint. Donc je me présente, je suis Christophe Koziel, je suis fondateur et directeur artistique de la société Koziel qui porte mon nom. Nous développons et commercialisons nos propres créations exclusivement sur le principe du trompe-l'œil photographique. L'entreprise a été créée il y a 11 ans, on compte aujourd'hui 10 salariés, nos entrepôts et nos bureaux sont basés à Lille et nous avons un showroom à côté du Palais Royal à Paris. Nous comptons aujourd'hui près de 2500 références permanentes et 100% exclusives en catalogue, réparties sur plusieurs familles de produits, donc des papiers peints essentiellement, des tissus muraux, des accessoires déco. Parmi ceux-ci, il y aura des coussins, des sets de table, des tapis vinyles et désormais de la moquette. Nous diffusons nos articles sur tous les marchés, dont 50% à l'export. Cette part tente à supplanter la part française. Nous avons 350 revendeurs actifs et indépendants à travers le monde et plusieurs chaînes de magasins comme Leroy Merlin, Saint-Maclou, Catmur, Bahag en Allemagne, pour qui nous créons des collections capsules, soit sous notre marque, soit sous des marques de distributeurs. À cela, on ajoute le maillage des prescripteurs, architectes, décorateurs, avec environ 200 comptes actifs, et toute une série de clients plus ou moins connus. Et parmi les plus connus, je parlerai de Lanvin, Guerlain, Galerie Lafayette, la coutellerie de luxe Christophe, les boulangeries Paul et la chaîne de magasins IKKS, pour qui nous réalisons des vitrines. Notre business model est historiquement fondé sur une commercialisation en B2C via notre site internet, avec une interaction permanente avec le B2B. En effet, un professionnel repère notre marque en tant que particulier et nous sollicite par rapport à ses problématiques professionnelles. Et l'inverse est vrai également. Un particulier peut nous voir dans les vitrines et dans les lieux de vente et se dit « Tiens, moi aussi, je pourrais avoir ces décors-là ». Donc, on intéresse les deux cibles. Donc depuis 4 ans, et pour pérenniser notre activité, nous orientons nos efforts vers des réseaux de revendeurs et de prescripteurs afin d'augmenter notre visibilité et d'instaurer une vraie crédibilité au long terme. Nous travaillons et explorons aussi des nombreux supports, donc bien évidemment le papier, mais le tissu et le vinyle, avec une affection toute particulière pour les produits Dentalis. Et bonjour à Martial, je ne sais pas s'il est là, mais voilà. Donc pourquoi la théâtralisation c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, parce que le marché du papier peint est en pleine mutation. Quelques chiffres. Sur le marché, sur le continent européen, il faut savoir que le marché du papier peint est un secteur en berne qui décroît de façon récurrente de 3 à 5% par an, et ce depuis une douzaine d'années. En cause, l'avènement de la peinture décorative qui a su se faire une place de choix dans les habitats, et aussi une évolution de l'habitat en lui-même. Les pièces sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus ouvertes, ce qui implique moins de murs, et il y a des larges ouvertures sur l'extérieur et entre les pièces. Et ensuite, tapisser le plafond est devenu un crime presque de lèse-majesté. Le plafond qui, dans le jargon des professionnels, est appelé le cinquième mur. Je ne suis pas du tout de cet avis. Aujourd'hui, on peut de nouveau tapisser les plafonds, vous le verrez tout à l'heure, ou c'est peut-être déjà passé, ben voilà. Donc cette désaffection pour le papier peint est toutefois à prendre avec des pincettes. C'est plutôt une baisse en trompe-l'œil, puisque en fait le papier peint souffre de la concurrence de la peinture, mais uniquement sur la gamme des unis. Le futur du papier peint, pour moi, il se joue sur le terrain des motifs. Donc les dernières parts de gâteaux sont très convoitées par les fabricants et les acteurs économiques du secteur, et donc tous aujourd'hui rivalisent d'inventivité et de dynamisme en calquant leur cadence de création à celle de l'industrie du prêt-à-porter. C'est un phénomène assez incroyable, puisque aujourd'hui on a un nombre impressionnant de collections qui sortent tous les ans et des cartons des usines. Ces usines aujourd'hui qui n'hésitent pas à concurrencer les éditeurs qui sont eux-mêmes leurs clients. Aujourd'hui, on se retrouve dans un marché presque incestueux
les fournisseurs deviennent les concurrents des éditeurs, comme nous. Alors malgré l'écrémage des usines, 60% d'usines en moins en 20 ans, la capacité de production reste très importante et en décalage par rapport au marché européen, qui est habitué aujourd'hui à une profusion de modèles avec des durées de vie courtes, des cycles de vie très courts, qui peut passer de 6 à 12 mois, ce qui est absolument dingue, là où on doit, pour nous, en tant qu'éditeur de papier peint traditionnel, au moins pérenniser une collection pour 5 ans. Et ça devient de plus en plus compliqué. Donc pas le temps pour les industriels et les éditeurs d'amortir les frais de gravure. Donc là, on parle de l'impression Helio, l'impression traditionnelle de papier peint depuis les années 60. Là où on imprime directement sur les bécanes en numérique, avant, on avait besoin de faire graver des cylindres. Un cylindre coûte entre 300 et 800 euros. Vous multipliez ça par 3, 4, 5, 6, 7 cylindres, vous obtenez des coûts, des frais fixes qui sont importants. Donc aujourd'hui, difficulté d'amortir ces frais pour les acteurs économiques traditionnels du papier peint. Et en plus, autre problématique dans le papier peint qui n'est pas numérique, c'est le stock. Lorsqu'on lance une fabrication, on ne va pas lancer 2 rouleaux, comme on peut le faire en numérique. On va lancer minimum, je dis bien minimum, 300 rouleaux. Vous multipliez ça par le nombre de feuilles que vous avez dans une collection, on comprend facilement les difficultés économiques que ça peut engendrer. Donc, l'obsolescence prévisible et inévitable du papier peint traditionnel laisse une belle place au papier peint numérique qui peut, lui, maintenant, tirer son épingle du jeu. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la solution aux attentes du marché. Pourquoi vous en avez parlé juste à présent, jusqu'avant. Grâce à la souplesse des nouvelles technologies, on n'a pas du tout les mêmes contraintes. On n'a pas ces process de fabrication qui sont lourds. Ici, on est sur des process de fabrication courts, hyper réactifs, avec peu ou pas de stockage. Et les éditeurs comme nous, par exemple, on se saisit de cette opportunité pour développer des nouvelles gammes de produits, des collections adaptatives et qui s'inclinent vers les désirs de personnalisation des consommateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, parce que le phénomène de personnalisation, il est valable dans les deux secteurs, aussi bien vers les particuliers que pour les professionnels. Et là aussi, le numérique, c'est la clé d'entrée à des tas de petits créateurs qui ne pouvaient pas avoir accès au papier peint, à l'ère de la création du papier peint. Avant, il fallait vraiment avoir de l'argent, investir dans la gravure, faire du stock, commencer à vendre. C'est une prise de risque importante. Aujourd'hui, cette prise de risque, elle est bien moindre dans l'ère du numérique. Parce qu'il est clair, et pour moi sans ambiguïté, qu'une partie du marché du papier peint rame aujourd'hui à contre-courant des produits complètement standardisés, diffusés à des milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, une partie de ce marché réclame des créations en phase avec les tendances et en perpétuel mouvement. Les consommateurs sont en attente de propositions artistiques originales, presque exclusives, ajustées à leurs contraintes et surtout à leurs envies. Terminer les décors copier-coller, place à la mise en scène des espaces de vie qui sont en mal de cacher de personnalité et de singularité. Des concepts forts, des décors visuellement très présents, sur lesquels les avis peuvent souvent être tranchés. On aime ou on déteste, c'est un peu un parti pris, chaud ou froid, mais pas tiède. À cause de cette forte personnalité des décors, le rythme de renouvellement est important. On va dire que la durée de vie d'un décor dure 4-5 ans en fonction du papier peint. On se lasse désormais très vite et on change de décor. Ce phénomène touche autant les particuliers que les professionnels. Nos parents, nos grands-parents tapissaient leurs pièces, il y en avait pour 20 ans. C'était juste, voilà, pas possible. Aujourd'hui, on change de décor facilement grâce à la technologie des papiers peints, avec notamment la spécificité de l'intissé qui permet une pose rapide, facile, et de décoller les laits de façon efficace sans se retrouver avec des petits lambeaux à vouloir décoller comme ça pendant des heures, façon Valérie Damido. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui. Donc voilà, encore une fois, le numérique a une place à se faire dans cette vraie tendance. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à la théâtralisation. Je reviens un petit peu en arrière et je reparle un petit peu de mon expérience. Ce phénomène de théâtralisation, moi je l'ai senti à peu près il y a 12 ans, lorsque j'étais chef de publicité dans une agence du groupe TBWA.
Et je réalisais des vitrines pour des chaînes de magasins, Camaïeu, Naf, Koukaï. Et il n'était pas rare que mes clients me fassent la remarque suivante, c'est que les décors de vitrines étaient réclamés par les gens. Voilà, c'était assez curieux, mais c'était vraiment une remarque qui était récurrente. Donc voilà, à la fin des périodes de promotion, les gens réclamaient non pas les PLV avec les prix, mais réclamaient les mises en ambiance qu'il y avait à l'intérieur des magasins. Et ces mises en ambiance sont des trompe-l'œil en général, puisque c'est un exercice de style qui est très apprécié des vitrines. Ça donne de la personnalité, du cachet et souvent des perspectives. Donc, je reviens donc à l'offre de personnalisation. Aujourd'hui, donc, tout est possible ou presque. Les réseaux sociaux sont une mine d'inspiration. Je pense à Pinterest, Instagram en tête. Mais là aussi, trop de choix tue le choix. Et c'est vrai. Donc charge aux créateurs et aux éditeurs de canaliser la recherche du client parmi une profusion d'offres avec des propositions artistiques en tout genre. Donc proposer des solutions techniques, c'est bien, mais c'est presque trop facile. Aujourd'hui, il faut tenir la main du client, l'écouter, le comprendre et l'accompagner jusqu'à son choix définitif. Et ça, c'est vraiment mieux. C'est vraiment un plus et c'est pas donné à toutes les entreprises. Alors, on va dire aspirer les banques images comme Photolia, Shutterstock, c'est pas pour moi la bonne solution. Bien des imprimeurs numériques se targuent de pouvoir faire du papier peint, mais ne peuvent proposer que ça. C'est-à-dire qu'on va faire des passerelles dans les banques images et on va proposer le niveau 0 du papier peint personnalisé, c'est-à-dire les tours de Manhattan. Pour moi, c'est pas ça la théâtralisation. Et ça parce que tout le monde sait le faire. Bien des imprimeurs spécialisés dans la publicité s'exercent à la déco. Pour eux, c'est un nouveau marché, ce sont des nouveaux débouchés. Mais rares sont ceux qui réussissent cet exercice de façon pérenne. Parce que justement, les équipes sont mal formées ou ne sont pas suffisamment sensibles à la problématique de décoration. Produire du papier peint, ce n'est pas produire de la PLV. Mais là, le débat serait un petit peu trop long. Donc, pour moi, l'exercice de style, il est ailleurs. Il est au travers de catalogues pertinents et adaptatifs. Chez nous, par exemple, vous l'avez vu tout à l'heure dans le passage des photos, on rebondit à travers des collections intemporelles, par exemple, qui sont évocatrices de notre patrimoine culturel et décoratif. Ce sont des collections qui parlent à tout le monde, qui font référence au passé et ce sont des valeurs sûres. En fait, ce sont des créations qui ne souffrent pas d'une certaine subjectivité de la part du créateur. On ne va pas mettre des fleurs qu'on va styliser avec des filtres X ou Y. Nous, avec le trompe-l'œil, on va retranscrire la réalité comme vraiment on la trouve en vrai, dans la vraie vie. Exemple, avec notre collection de rideaux de théâtre, nous avons des plaques victoriennes, des mosaïques anciennes. Elles sont toutes personnalisables en taille et en coloris. Alors, nous, on ne dit jamais non ou presque à toutes les frasques de nos clients. On sait passer des heures et des heures sur une même photo pour faire plaisir à un particulier ou à un professionnel, en fonction aussi de ses besoins et de ses moyens. On porte toujours beaucoup d'attention à l'hyper-réalisme de cette mise en scène, des photos léchées au centimètre carré. Et je pense aussi à notre collection phare qui sont, vous les avez vus passer tout à l'heure, les boiseries haussmanniennes. En fait, encore une fois, là c'est pareil, on rebondit sur le patrimoine culturel et l'art décoratif que l'on connaît tous. Nous par exemple, pour théâtraliser de nombreux points de vente, on est allé dans des appartements haussmanniens dont les boiseries sont juste splendides. On a passé 1 jour, 2 jours, 3 jours à photographier toutes ces boiseries, boiserie par boiserie. Aujourd'hui, on a à peu près 150 modèles de boiseries différentes et les particuliers comme les professionnels peuvent recréer leur puzzle. C'est-à-dire, ils choisissent le modèle de boiserie et la cadence des boiseries les unes avec les autres. Est-ce qu'on va mettre une double porte à côté d'une boiserie simple ? Peut-être uniquement un soubassement, une perspective sur un jardin ou sur une cour intérieure. Aujourd'hui, on permet aux gens de choisir vraiment chaque centimètre carré de leur mur qui sera personnalisé. Donc, vous l'avez compris, la personnalisation et la théâtralisation, elle doit être réalisée par sur l'ère du numérique par des infographistes.
Ces infographistes, pour moi, sont des passionnés, ce sont des artisans 2.0. Mes infographistes sont des ébénistes virtuels, ce sont des mosaïstes, ce sont des marbriers. Et ça, c'est vraiment très intéressant dans la démarche artistique. Et c'est pour ça que j'adore mon job. C'est que vraiment, on réinvente l'art décoratif à travers le numérique aujourd'hui. On lui donne une seconde vie. On n'est pas concurrent des vrais matériaux, on est complémentaire. Aujourd'hui, dans la théâtralisation, dans le phénomène de l'hyperréalisme au niveau des trompe-l'œil, on ne va pas choisir un trompe-l'œil parce que le trompe-l'œil est moins cher, on va juste choisir le trompe-l'œil parce que cet exercice de style nous plaît. Et que cet exercice peut permettre à l'annonceur, à l'hôtel, au restaurant, de rester dans la mémoire de ses clients. Voilà, on dit, voilà, on est allé dans une chambre d'hôtel, il y avait des fausses boiseries dans la chambre, et on va s'en souvenir. Et c'est ça qui va participer à apporter de la personnalité à un lieu de vente ou un espace de vie. Voilà, c'est ça qui va faire toute la différence. La pertinence de ce que l'on va mettre également sur les murs. Ça, c'est hyper important. Et cette pertinence, elle se ressent également sur le prix de vente. Petite anecdote. Au niveau de la théâtralisation, nous par exemple, on indexe le prix de nos créations par rapport à la valeur perçue de ce que l'on reproduit. Ici par exemple, je vois des murs de briques, des murs de carrelage de métro. Eh bien, pour nous, finalement, produire un mur de carrelage de métro va revenir quasi au même prix qu'un mur de boiserie haussmannienne. Sauf que dans votre inconscient, vous allez davantage payer ou investir dans des boiseries qui vont vous paraître plus chic, plus mode, plus classieuses. Voilà. Et donc ça c'est important, c'est juste pour la petite anecdote au niveau de la théâtralisation, c'est qu'on peut aussi indexer notre politique commerciale par rapport à la pertinence de ce que l'on affiche au mur. Voilà, donc, et au-delà de ça, je vais terminer avec cette petite phrase. Pour moi, la décoration, décorer doit rester un plaisir ludique. On s'amuse, en tout cas on sourit, tout en restant sérieux. Je pense qu'encore une fois, les acteurs de l'impression numérique ne doivent pas être trop opportunistes par rapport à la décoration. C'est pas parce qu'on a une bécane qu'on sait faire du papier peint. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, j'en ai déjà parlé. On doit vraiment être sensible à la décoration, être presque habité par ça. Donc plus qu'un métier, pour moi, la théâtralisation, c'est une vocation.